Moi j'ai commencé dans la musique voilà, via les majors, puisqu'il n'y a que les majors qui sont en mesure de pourvoir des postes dès lors qu'on veut en bouffer et bosser dans ces milieux-là. C'est à eux qu'il faut s'adresser. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc moi je suis passé par la petite porte, j'ai passé par des petits stages bien fastidieux où je faisais les photocopies et j'amenais le café, pour faire simple. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, de poste en poste, je me suis retrouvé directeur artistique chez EMI aux éditions. Et ce qui était un peu une fin en soi, moi j'avais toujours fantasmé sur le fait de devenir DA. Je m'imaginais un truc très gratifiant, où c'est toi qui décides des artistes que tu signes, que tu te convaincs que tu vas pas tomber dans les travers des autres, c'est-à-dire signer des projets qui sont bien et de qualité pour tirer toute l'humanité vers le haut, et voilà. Et puis à la finale, tu découvres quelque chose bien différent, puisque voilà, tu évolues dans un univers en crise, une industrie en crise, il y a beaucoup de problèmes d'argent, avec une logique souvent assez cynique, avec une logique de rentabilité, en fait, comme dans toutes les industries, mais là qui est assez violente parce que tu es dans un milieu artistique. Et voilà, tu auras une certaine frustration à comprendre que tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose, et que surtout c'est les directions financières qui gouvernent et qui dirigent. Donc voilà, je me suis retrouvé là-bas, j'étais pas forcément très bien, et je me suis pris une bonne tarte, donc une espèce de dépression molle là-bas, où tu es dans un beau bureau, tu gagnes bien ta vie, mais c'est pas satisfaisant. Donc voilà, c'était la grande époque des charrettes, des licenciements à répétition, donc j'ai fait partie d'une charrette, ce qui m'a permis de prendre beaucoup d'argent, donc ça c'était l'intérêt de ce licenciement. Et fort de ce petit pécule, voilà, et de cette amertume que j'étais frustré quoi, globalement, j'avais l'impression d'être passé à côté de quelque chose. C'est-à-dire quand tu t'es battu longuement pour avoir quelque chose, que tu l'obtiens enfin, et que ce truc n'est pas à la hauteur de tes attentes, voilà, t'es déboussolé quoi. Donc je me suis dit, il fallait que je me recentre et que j'arrive à aller au bout de mon idée de ce qu'était la musique. Excusez-moi, je suis désolé. Je vais couper le téléphone. Donc que j'aille au bout de cela, et ça allait par la création de mon label. Donc j'ai pas trop réfléchi, hein, parce que voilà, monter un label à l'époque en 2006 c'était déjà périlleux, puisque je te dis, la crise du disque était déjà amorcée, il y avait des licenciements partout, c'était la sinistrose, tout le monde flippait. Et puis c'était l'âge d'or du peer-to-peer, des CD vierges, tout le monde remplissait des disques durs, gravait CD sur CD, c'était bien plus terrifiant que maintenant. Je pense que les gens gravaient et téléchargeaient et pirataient encore plus que maintenant, quoi. Et donc c'était un peu flippant. En plus, voilà, par rapport au rock, c'était aussi pas évident, puisque tu sais bien qu'en France, on a toujours considéré qu'on était des chèvres en termes de rock'n'roll, et il fallait remonter aux années 80, à New Rose ou Skydog, pour avoir des traces de label rock un peu glamour et sexy. Même si au milieu des années 80, on avait eu toute la scène des labels dits rock alternatif type Bondage, mais auquel j'avais du mal à identifier parce que je trouvais ça trop... c'était un peu bourrin, assez pauvre musicalement, et puis ce côté tout le temps là, rock et une fête, t'avais l'impression de ce truc un peu les inconnus là, que t'avais l'impression d'être en filigrane, enfin tu vois, partout quoi. Donc voilà, j'ai pas trop réfléchi, je me suis lancé, je me suis dit qu'est-ce que je pouvais trouver comme idée pour essayer non, de me faciliter la vie, en tout cas de vendre mes disques. Et là, j'ai commencé à regarder les schémas de labels qui avaient plus ou moins fonctionné. Je me suis rendu compte que beaucoup de ces labels avaient été associés à des disquaires. Et c'est comme ça que j'ai été solliciter mes amis de Born Bad. Le magasin existait déjà depuis 7-8 ans, je pense. Était une institution sur le créneau musical, on va dire garage punk, hardcore, oi, et était connu internationalement. Et je me suis dit, voilà, ça allait me faire gagner du temps de pouvoir profiter de leur notoriété. Déjà, voilà, ça faisait un socle sur lequel prendre appui, et puis qui allait m'aider à me développer au début, parce que la difficulté, c'est d'exister, quoi, de se faire connaître. Et donc, en allant vampiriser l'aura qu'avait déjà le magasin, je me disais que ça serait plus simple. Et puis je me disais que d'avoir une vitrine physique
où mes disques et mes sorties auraient une place privilégiée, ça m'aiderait. Et c'est vrai que c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que tout de suite BandBad a cristallisé de l'intérêt. Tout de suite, le fait d'avoir un magasin qui propose mes disques 6 jours sur 7, 8 à 9 heures par jour de façon privilégiée, ça a généré des ventes. Donc voilà, c'était un pari plutôt intéressant. Ce qui est drôle, c'est qu'au début, c'est eux qui m'ont porté, et puis que maintenant, c'est moi qui les porte, puisque le label est devenu bien plus connu que le magasin. Et donc voilà, ça a été vraiment, moi je pense, un deal gagnant-gagnant, quoi. Alors autre chose, c'est que BandBad était en place, certes, mais avait déjà quelques détracteurs qui voulaient souvent réduire et résumer BandBad à des rockers un peu bas du front, gobinés, qui roulent dans des vieilles bagnoles américaines, qui écoutent Jane Vincent et les Cramps du soir au matin. Et tout de suite, voilà, cette vision un peu réductrice, j'ai voulu la mettre à mal. Et du coup, les premières sorties que j'ai faites étaient contre toute attente. Un groupe post-punk qui s'appelle Frustration et la compilation Beep, qui a été une compile un peu fer de lance du renouveau de ce qu'on appelle désormais la minimal wave, le synthwave, toute cette musique qui à l'époque n'avait pas de nom puisque c'était une nom de scène de gens qui bricolaient dans leur piole sur des synthés et des boîtes à rythme, des trucs, des bidules, un peu les parents pauvres français on va dire, de Kraftwerk pour faire court. Et donc voilà, ça a étonné les gens parce que tout le monde évidemment pensait que j'allais faire un label un peu comme Voodoo Rhythm ou un label très garage, premier degré, voilà, ce qui est très bien, j'ai pas de problème avec ça, et j'ai par la suite évidemment sorti des disques de garage, mais pas tant que ça en réalité. On a toujours considéré BandBad comme un label garage et rockabilly, mais en réalité, de façon objective, si je m'amusais à compter les disques de garage que j'ai sortis, il y en avait peut-être même pas 5 si ça se trouve, quoi. J'ai sorti plus de disques de pop finalement, plus de disques de trucs un peu chelous que de disques garage. Donc voilà, on ne peut pas empêcher les gens évidemment d'avoir un a priori, d'autant que nous, on alimente aussi ce folklore. Moi-même, voilà, dans mes fringues, dans mes attitudes, tout le monde m'a déjà croisé au volant de mes triomphes, tout le monde m'a déjà croisé avec, voilà. Donc ça nourrit ces raccourcis-là. Et c'est pas grave, et ça me va très bien aussi, parce que moi je viens de là aussi, hein, je viens de ces circuits très alternatifs. Moi quand j'étais gamin, voilà, j'étais mode, j'étais rocker, j'étais dans tous ces trucs, toutes ces tribus urbaines, toute cette sous-culture, je viens de ça, de ce truc rock'n'roll un peu bas du front, voilà, et je revendique ce patrimoine, et je revendique de venir de ça, voilà. J'avais commencé en fait à faire Wiz, la compilation Wiz. En fait, quand j'ai voulu travailler dans la musique, sortant de nulle part, venant de banlieue et n'ayant aucune connexion, évidemment que personne ne voulait me donner ma chance. Donc je me suis dit, il faut que je fasse mes preuves par moi-même. Et au lieu d'attendre comme un con qu'on daigne venir me chercher, ce qui ne serait pas arrivé, je me suis dit, il faut que je prouve aux gens que je sache que, enfin voilà, il faut que je me crée ma propre expérience. Et c'est comme ça, je me suis dit, je vais moi-même faire ma propre compilation. Et ça va me rôder, et puis ça va me donner une légitimité à dire que je sais faire les choses, parce que je pourrais prouver de façon tangible, via un disque, c'est du dur, quoi, on n'est plus dans le pipeau là, que je sais faire. Et c'est ce que j'ai fait, donc je me suis lancé dans la réalisation de cette compilation qui s'appelle Les Wiz, qui documentait la scène pop française alternative de l'époque, puisque maintenant, évidemment, on a compris qu'il y avait toute une diversité d'artistes en France qui avaient proposé des choses un peu alternatives et déviantes, mais à l'époque, au début des années 2000, les gens voilà, réduisaient la pop française 60s à Sheila, Adamo, les Yéyés, et puis pour les plus aguerris, à Gainsbourg, Nino Ferrer et Dutronc. Donc Quiz a permis d'apporter un éclairage sur toute une fourmilière de groupes plus ou moins anonymes qui avaient sorti le temps d'un 45 tours, des espèces de morceaux de bravoure, de trucs un peu débiles, décomplexés, et en tout cas en rupture avec les codes musicaux dominants de l'époque débiles. Et voilà, et cette compilation a cartonné. Et ce qui est drôle, c'est que beaucoup de morceaux issus de cette compilation, tous les morceaux sont devenus des classiques. Qui ne connaît pas maintenant Les filles c'est fait pour faire l'amour, Rouge Rouge, messieurs Richard Bordeaux et Daniel Beretta, Philippe Nico, mais on a oublié que ces artistes ont été exhumés par cette compilation et qu'à l'époque, les gens, quand ils ont été confrontés à ça, ils se sont pris une tarte. Ça a été un carton ce disque. Je crois qu'en cumulé, ça a dû vendre presque 20 000 disques. Je sais pas si tu te rends compte, hein. C'est monstrueux.
j'ai retrouvé tous les artistes. À chaque fois quand je fais les rééditions, j'essaye, parce que voilà, l'exercice de compilation, mettre 14 morceaux cul à cul, finalement, est assez peu intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en perspective les choses, documenter, raconter une histoire. C'est ça qui est intéressant. Donc l'idée, c'est de retrouver les acteurs de ces scènes-là, de ces non-scènes, on va dire. Donc voilà, l'idée à chaque fois, c'est de retrouver ces gens, et puis c'est ça qui est drôle. Moi déjà, c'est ce qui m'amuse, c'est cette quête et cette recherche de petits détectives, on va dire, et puis d'aller voir les gens, et puis leur parler, les écouter, leurs histoires qui sont souvent tellement banales, qui sont tellement... voilà, ces gens qui... C'est des parcours de vie, des gens qui à un moment donné, le temps de quelques années, ont cru qu'ils allaient devenir chanteurs, devenir... voilà. Puis des fois, de temps en temps, tu as des gens avec des destinées dingues, quoi, avec des parcours dingues. Mais voilà, ça m'intéresse, tu vois, raconter l'histoire de notre contre-culture faite par ces anonymes, c'est quelque chose qui est au centre de mon travail avec le label, c'est ce qui justifie mon travail de réédition et c'est ce qui m'intéresse. Quand je fais chez Bran, quand je fais Bip, quand je fais Wiz, c'est cette volonté d'attirer l'attention sur des gens qui à un moment donné, sans se concerter, ont été animés des mêmes influences, des mêmes envies, et qui presque à leur insu se sont retrouvés à faire le même genre de musique à un moment donné. C'est quand même formidable. Quand tu parles aux uns et aux autres, ils ne se connaissaient pas, mais d'eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle l'air du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens eux-mêmes subissent un air du temps, des influences sans même s'en rendre compte, et font sensiblement la même chose. Et moi, avec les compilations, voilà, je crée ces non-scènes. Donc la scène boogie française, la scène minimal wave française, la scène... Et ça, c'est rigolo et amusant à faire. Et puis c'est gratifiant pour moi. Tu vois? Et j'essaye de faire avec un côté beaucoup plus pop, finalement, ce que font Frémo. De façon un peu trop premier degré, un peu trop justement pour le côté un peu médiathèque là. C'est-à-dire il n'y a aucun filtre artistique, c'est-à-dire on exhume 100 morceaux, on met les 100 morceaux et démerdez-vous avec ça. Il n'y a aucun filtre qualitatif, il n'y a aucun filtre, on est dans de l'archivage pur. Mais dans l'idée, voilà, j'aimerais bien que les gens me disent tiens JB, c'est un peu le frémo pop du truc. Je suis à l'antithèse de ce qu'ils font, je fais la même chose qu'eux, mais en évitant, je trouve, ce qui leur fait défaut, c'est-à-dire des disques un petit peu laids, un peu austères, tu vois, des notes de pochette premier degré, une exhaustivité qui n'est pas toujours très bonne à loi. Moi, c'est l'inverse, je mets très peu de morceaux, mais je vais à l'essentiel. Libre aux gens après d'aller au-delà, et puis par passerelle, aller découvrir d'autres titres. Tu vois, et je donne toujours peu de morceaux. Oui, j'aurais pu faire au 15e volume. Il y a plein de gens, évidemment, qui se engouffraient dans la brèche, qui auraient fait 15 jeunes gens modernes, 15 Bip, 15 chez Bran, 15... Tu vois, voilà. Moi, je suis plutôt partisan d'en donner le moins possible aux gens. Je pense qu'on en donne trop aux gens et que cette surenchère, on est en train d'en crever notre société, là. Cette surconsommation de tout, quoi, tu vois, de la musique, du machin. Tu vois, ça va... Qui a le temps de se taper 400 morceaux d'un sous-genre musical? Personne. Et moi, le premier qui suis un taliban et qui suis au taquet, j'ai pas le temps. Donc il n'y a pas besoin d'être malin pour te dire que les autres gens derrière n'ont pas le temps non plus. Les gens, voilà, il faut leur faire des synthèses. Les gens ont besoin de synthèse. Et puis s'ils ont envie, par eux-mêmes, ils vont chercher ailleurs. Mais moi, j'ai été un artisan du vinyle, c'est-à-dire que j'ai toujours fait du vinyle parce que c'était le support des niches musicales. C'est-à-dire que, issu de mon sérail, garage pur et dur, ça a toujours été le vinyle. Nous, on n'est jamais passé au CD. Moi, je ne suis pas passé au CD. Donc c'est quand même fou. C'est-à-dire quand le CD est arrivé tout de suite, ça m'a pas plu. J'ai jamais acheté de CD de ma vie, en fait. Si ce n'est il y a quelques mois. Donc c'est quand même fou. À un moment donné, le fétichisme autour du vinyle est devenu juste tellement caricatural et grotesque. Et tu vois, voilà, tous ces gens qui se sont fait offrir des platines à la fête des pères, qui ont eu une platine à Noël et qui rachètent des disques qu'ils avaient déjà eu en CD, qu'ils avaient racheté en digital, et qui rachètent une énième fois en vinyle en ayant des grands discours sur le velours. Enfin, tu vois, bon, moi ça me fatigue le crâne, ça me saoule tout le folklore et toutes ces qualités qu'on accorde au vinyle et qui sont fausses. C'est un peu fatigant, ça m'intéresse pas. À un moment donné, on ne parle que de support. Voilà, si tu veux quelque chose de beau, achète-toi un beau livre, achète-toi un beau meuble, achète-toi un bibelot. Mais arrête de me casser les couilles avec ton vinyle en me faisant croire qu'il a été fait, qu'il est moulé à la louche par Jacqueline Gironde avec ses gros nichons à la louche. C'est pas le cas, c'est un produit industrialisé.
même s'il y a encore plein d'étapes manuelles, faut pas déconner. Mais après, voilà, il y a une espèce de vision romanesque comme ça du vinyle à qui on attribue toutes les qualités, tous les voilà, méchants CD, gentils vinyles. C'est un peu manichéen. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, il y a une flambée du prix des vinyles qui est devenue totalement obscène et pas forcément justifiée, hein, alors que ceux du CD, d'un seul coup, se sont effondrés. Et je dis tant mieux, parce que comme ça, moi, quand je vais en brocante, je regarde plus les vinyles, j'achète les CD qu'on me donne. Les gens me remercient d'acheter leur CD 50 centimes, 1 euro. Et tant mieux, parce qu'il y a tellement de choses bien qui sont sorties, il y a tellement de choses... Et c'est marrant parce que je te dis, j'avais jamais acheté de ma vie de CD il y a encore quelques mois. Et du coup, j'achète des CD parce qu'ils valent parfois 3 fois moins cher qu'un vinyle. Et qu'il faut vraiment être con pour acheter le vinyle. Et Dieu sait si je suis artisan du vinyle. En plus de ça, moi je travaille en sous-main pour MPO. Je fabrique les disques d'une trentaine de labels. Donc je suis vraiment immergé dans la culture vinyle et le vinyle. Mais même moi, ils ont réussi à me saouler avec ça, tous. Cette espèce de pseudo-phénomène de société, avec des gens qui rachètent des disques de Led Zeppelin et des Doors en vinyle, mais putain, et du Velvet Underground. Il y a un ami disquaire qui me disait qu'il y avait un gars qui était arrivé là, au guichet en demandant « Bonjour, est-ce que je pourrais avoir l'album des Rolling Stones avec la banane ?» Ben, je pense que c'est ça le retour du vinyle, voilà. C'est l'album des Rolling Stones avec la banane. Ça n'a aucun intérêt, je pense que je ne vends pas de disques de François Viraud ou de Julien Degasque à ces gens qui ont envie d'écouter l'album des Rolling Stones avec la banane en vinyle. Ça n'a pas d'intérêt, et voilà. Évidemment, dès le début, et c'est marrant, c'est devenu un schéma maintenant qui s'est généralisé, c'est que j'ai tout de suite développé le label sur 2 axes. Les groupes actuels, qui sont mon cœur de métier, et les rééditions. Les travails de réédition, c'est une façon de dire aussi que nous, avec les groupes actuels, on s'inscrit dans cette tradition de groupes alternatifs et on s'inscrit dans cette culture, dans cette contre-culture française. C'est le fil rouge de mon travail, voilà, on creuse notre sillon de côté, on est des acteurs de la contre-culture, on est une force de proposition, et on s'inscrit dans cette tradition française. Voilà. Donc ça, c'est le fil rouge. Dans mon travail de réédition, le fil rouge, c'est la dimension française. Ça, c'est très rare. Il y a plein de labels de réédition, mais dont c'est la couleur musicale qui préside au projet. Voilà, t'as Finder Keepers qui va faire du jazz funk, du funk, t'as Analog Africa qui va faire de la musique africaine, voilà. Moi, à Born Bad, je pense que je suis un des seuls labels de réédition dont le fil rouge, c'est l'origine des artistes qui font cette musique. C'est pour ça que j'ai un spectre de réédition extrêmement large. Je réédite des trucs depuis les années 50 jusqu'aux années 80. Parce que voilà, c'est la dimension française, c'est cette volonté de réhabiliter des scènes, des acteurs d'une scène alternative en France, quelles que soient les années. C'est ce qui fait la singularité de Born Bad pour les rééditions, à la différence d'autres labels, je le répète, dont le fil rouge, c'est la couleur musicale. Dark Andris va creuser le sillon du post-punk, du minimal, Finder Cooper, celle du funk, du jazz-funk, je te parle pas de tous les labels de musique soul, je te parle pas... Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça c'est ce qui fait la singularité de Born Bad. Et puis, évidemment, je crois que c'est plutôt malin, du coup, quand j'arrive avec des groupes actuels, dire nous sommes les héritiers de ces gens-là, ça donne une puissance évidemment à mon travail, ça donne une légitimité à mon travail que d'autres labels ne vont pas avoir. Et voilà, mon cœur de métier, le kiff évidemment, c'est de produire des groupes, c'est de sortir des groupes actuels. C'est ça qui est gratifiant, c'est moi-même écrire ma propre page d'histoire. Moi je suis toujours sidéré de voir que des labels ne se contentent que faire de la réédition, t'as envie de leur dire. C'est triste mec, tu passes tellement à côté de quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est croire dans le talent de quelqu'un, c'est le travail de développement, c'est découvrir un groupe dans une cave qui est là avec 10 mecs et puis le berger allemand qui bouffe les mégots, et te dire, voilà, ce gars-là, on va faire un bout de chemin ensemble. C'est ça qui te nourrit, c'est ça qui est gratifiant, et c'est ça qui donne du sens à tout le boulot que je fais avec le label. Parce qu'à un moment donné, il faut dire ce qui est. Moi, des disques, j'en ai sorti une centaine. Ça va, j'ai compris que je savais le faire, je suis rassuré quant à mes compétences,
Je pense qu'on a tous remarqué que le label rencontrait un certain succès public et d'estime. Donc voilà, donc ce qui m'importe maintenant, c'est l'épopée humaine, c'est croire dans un projet et de voir jusqu'où on peut aller. Moi, ce qui me fait bander, c'est plus le disque. Ce qui me fait bander, c'est de voir qu'un Frustration qui commence dans une cave avec 30 personnes finit à jouer n'importe où en Europe dans des salles sold out. C'est de te dire qu'un groupe comme Frustration n'a pas joué à Paris depuis 10 ans sans que la date soit complète, quelle que soit la jauge. C'est de te dire que les disques se vendent par paquet, c'est de se dire que voilà, ça c'est excellent. Et c'est ce travail d'accompagnement, et c'est d'être témoin de tout ça, d'être témoin et artisan de l'envol de groupe. Ça c'est terrible. Ça, c'est un super moteur et ça vaut toutes les rééditions. Et c'est pour ça, moi, je dis à tous les labels qui font des rééditions, vas-y, mets tes couilles sur la table et produis des groupes. Parce que c'est évidemment plus confortable, a posteriori, avec 30 ans de recul, de te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, c'est pas bien. Ou quand on t'amène aussi un produit fini. Quand le disque il est terminé et que tu es dans ton salon à écouter sur ta chaîne en te disant « Oh, c'est pas mal, ça. » Tu vois, voilà. C'est beaucoup plus épique de te retrouver en studio avec des gens à pas savoir où on est, où on fait confiance aussi en l'artiste, c'est ma vocation de producteur. Moi, j'ai une vocation à donner quelques conseils, et ça dépend des artistes aussi. Il y a des artistes sur lesquels je n'ai aucune prise, qui n'en ont rien à branler de ce que je leur dis. Et au contraire, d'autres artistes qui sont assez attentifs, qui m'écoutent, et sur lesquels j'ai une vraie influence, une vraie incidence. Et je pense qu'on est dans une période extrêmement faste. C'est-à-dire que quels que soient les genres musicaux, la noise, le pop, le garage, le rock, on a des groupes d'un calibre hallucinant. On n'a jamais eu ça auparavant. Quand je vois tous les vieux cons de 50 balais qui te parlent et qui sont en boucle sur leur Daniel Dark, sur leur... Toi, t'as envie de rigoler. Moi j'adore, hein, Taxi Girl évidemment. Mais ça supporte pas la comparaison avec le talent que plein de groupes ont désormais en France. On a de plus en plus de groupes qui sont bien assimilés dans leurs influences, qui arrivent avec une dextérité, une maîtrise de ce qu'ils font, c'est-à-dire des artistes mûrs, comme on dit, tu vois. Et il y en a, je sais pas combien, et notamment sur mon label, mais pas uniquement. Il y a qu'à voir le dernier album d'Aquaserge, qui est juste dément. T'as qu'à voir les zombies, t'as qu'à voir les gasques, les cheveux, il y a je sais pas combien de gens qui réellement supportent la comparaison avec leurs homologues étrangers. Alors voilà, nul n'étant prophète en leur pays, pendant des années, on a nié ça. Moi, il y avait encore des gens qui, à l'heure actuelle, en 2017, des journalistes en place, qui, quand tu les démarches avec des disques de cheveux, de gasque ou de viro, de que sais-je, te disent « Oh, tu sais, moi, le rock français !» Tu vois, et qui te parle du dernier album de Leonard Cohen, quoi. T'es là, mais au secours, mec, prends ta retraite, putain. Tu vois, t'es mauvais. Si t'as pas vu tout ce qui se passe, regarde ce qui se passe à travers la souterraine, qui se fait la résonance de dizaines et de dizaines d'artistes décomplexés qui font des choses, qui expérimentent, qui tentent, qui font. Si t'as pas vu ça, mais tu sors d'où? T'étais en tôle, t'étais où? Non, t'étais payé 3000 balles par mois avec ta mutuelle, ton 13e mois, à écrire sur la mort de Leonard Cohen, putain. Et ça, c'est honteux, ça me rend dingue, quoi, tu vois. Et par contre, voilà. Oui, la France, au même titre que le slip français, ou voilà, on a raison de se gargariser de nos talents locaux, de porter notre scène, c'est important. Et puis en plus, on peut se l'approprier réellement. Moi, je vois tous mes groupes, en fin de concert, sont disponibles, les gens peuvent les voir, les gens viennent et reviennent les voir. C'est-à-dire que moi, il y a des groupes, je vois, ça fait 10 ans qu'ils suivent des artistes. Tu vois, et tu les vois, tiens, toi t'es là, t'en as toujours pas marre, non? Et ils évoluent, ils grandissent, et ils sont...